Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vu le succès de la dernière vidéo que je vous ai fait sur les choses à faire au jardin en hiver, apparemment vous êtes nombreux à vous intéresser à ce qu'on peut faire dans nos jardins pendant la saison la plus calme, pendant l'hiver. Apparemment tous les jardiniers ne sont pas en hibernation à cette saison et c'est tant mieux puisqu'en effet il y a quand même plein de choses à faire en hiver au jardin et notamment prendre soin de son sol pour pouvoir le préparer à la prochaine saison de culture au potager et même au jardin d'ornement. Alors aujourd'hui on est le 5 décembre et ça tombe plutôt bien puisque le 5 décembre c'est la journée mondiale des sols. La journée mondiale des sols a lieu chaque année le 5 décembre afin d'attirer l'attention sur l'importance d'un sol sain et de plaider en faveur d'une gestion durable des ressources en matière de sol. Cette journée mondiale des sols, elle a été recommandée en 2002 par l'Union internationale des sciences des sols. C'est donc la journée idéale pour parler du sol, pour rappeler comment en prendre soin, le protéger, le préparer pour la saison prochaine et surtout rappeler que le sol, c'est pas seulement un substrat dans lequel on va mettre nos plantations, mais c'est un écosystème à part entière qui renferme toute une vie, donc il faut en prendre soin et on va aujourd'hui essayer de détailler un petit peu ce qu'on peut faire pendant l'hiver pour prendre soin de notre sol, pour le mettre dans les meilleures conditions possibles avant la prochaine saison qui démarrera finalement assez vite. Alors dans un premier temps, je vais essayer de vous parler un petit peu des généralités qui peuvent s'appliquer plus ou moins à tout le monde. Et la première des choses à faire, on l'a dit, répété 1 million de fois en vidéo, mais ça va être de protéger le sol en hiver. Le protéger de quoi? Du froid, du gel, de l'érosion, du lessivage. Et la meilleure manière de protéger son sol des rigueurs de l'hiver, c'est tout simplement de le couvrir. Alors de le couvrir comment? La façon la plus simple, c'est probablement de le recouvrir avec de la matière organique, notamment les feuilles mortes qu'on a en abondance en cette saison. Alors je sais qu'il y en a toujours qui vont vous dire « Ah mais faut pas ramasser les feuilles mortes parce que les arbres en ont besoin, nanana. » C'est tout à fait vrai, mais dans nos jardins, c'est mon cas par exemple, on a toujours des arbres qui sont près des lieux de passage ou près de la maison et on est obligé quand même de ratisser un minimum les feuilles mortes si on ne veut pas patauger dedans et en ramener plein la maison quand on rentre du jardin. Donc évidemment je vous conseille pas d'aller voler les feuilles mortes, la litière forestière dans les forêts naturelles, mais par contre dans nos jardins, dans les cours, etc., là où on ratisse les feuilles mortes, plutôt que de les brûler ou de les emmener à la déchetterie, mieux vaut les utiliser pour couvrir le sol du potager et des massifs fleuris. Pendant l'hiver, ça va permettre de protéger le sol des intempéries, du froid, du gel, protéger la vie du sol, nourrir aussi la vie du sol qui va décomposer cette litière de matière organique. Alors quand je parle d'utiliser les feuilles mortes au jardin pour couvrir le sol, j'ai souvent des gens qui me disent « Bah oui, mais le problème c'est que avec certaines feuilles mortes, elles se décomposent très lentement et elles sont encore là au printemps. » Alors tout d'abord, c'est pas grave du tout qu'elle soit toujours là au printemps, il n'y a aucun problème. Le sol il peut être couvert toute l'année, ça lui fera que du bien, certainement pas de mal. Et effectivement, certaines feuilles mortes, notamment les feuilles de chêne et toutes les feuilles qui sont riches en tanins, les tanins bloquent la décomposition des feuilles en hiver et elles ne commencent à se décomposer qu'au printemps. C'est à ce moment-là qu'elles vont libérer tous les nutriments qu'elles contiennent quand elles vont être décomposées par la vie du sol, quand celle-ci va se réveiller au printemps. C'est pas du tout un souci, au contraire, ça n'empêchera pas ces feuilles de protéger votre sol, au contraire, plus elles vont durer longtemps, plus la protection sera efficace dans la durée, donc il n'y a vraiment pas de problème de ce côté-là. Néanmoins, rien ne vous empêche de mélanger vos feuilles mortes avec par exemple des tontes, pour ceux qui tondent encore. Bon, chez nous là on est sous la neige donc on tombe plus, très clairement, mais bon, des tontes pourquoi pas, du fumier pourquoi pas, du broyat de bois par exemple. C'est vrai que là à l'automne c'est la saison où on taille généralement les haies et où on peut donc avoir des rameaux à broyer et ce broyat peut ensuite être réutilisé au potager en paillage mélangé avec les feuilles mortes. Bref, les feuilles mortes à cette saison, on en a en abondance. Si vous n'en avez pas dans votre propre jardin, peut-être que vous avez des voisins qui seront contents de se débarrasser de leurs feuilles mortes. Et c'est une ressource très efficace pour protéger le sol en hiver. Alors à cette saison, on a aussi eu nos premières gelées, elles sont arrivées plutôt tard cette année, mais ça y est, les cultures d'été ont vraiment donné leur dernier souffle avec l'arrivée des gelées, et donc on a des restes de culture, c'est-à-dire les pieds de tomates, de courges, de courgettes, etc. Et tout ça, vous pouvez aussi l'utiliser en paillage sur votre potager, le mélanger à vos feuilles mortes, à vos tailles de haies, etc. pour couvrir le sol de votre potager.
Alors je sais que certains vont vous dire qu'il faut éviter de mettre sur le sol de votre potager les cultures qui ont été atteintes par des maladies cryptogamiques, typiquement les pieds de tomates atteints par le mildiou ou les pieds de courge, de courgettes atteints par l'oïdium. Moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Les spores de ces maladies cryptogamiques sont déjà présents dans votre jardin, dans votre sol, et c'est pas parce que vous allez utiliser vos restes de culture en paillage que vous allez favoriser le mildiou l'année suivante. Personnellement j'ai eu du mildiou une seule fois, c'était je crois l'année 2021 qui était vraiment très pluvieuse, très humide. J'ai eu du mildiou cette année-là, ça ne m'a pas empêché d'utiliser mes restes de culture en paillage sur le sol et je n'ai jamais eu à nouveau le mildiou depuis. Donc le mildiou, d'après moi, c'est surtout une question de conditions favorables. Quand vous avez une saison très humide, plutôt fraîche, etc., ça va favoriser le développement du mildiou, mais c'est pas parce que vous aurez utilisé vos restes de culture en paillage que vous allez avoir plus de problèmes que si vous ne l'aviez pas fait. En tout cas, c'est mon avis. Je sais que certains jardiniers sont pas du tout d'accord avec ça, qui pensent qu'il faut aller brûler vos pieds de tomates atteints du mildiou pour surtout pas contaminer votre jardin. Mais en fait, si vous avez déjà eu le mildiou dans votre jardin, les spores sont là, ils sont présents dans le sol, et c'est pas parce que vous allez brûler vos pieds de tomates atteints de mildiou que vous n'aurez plus de mildiou l'année suivante. Donc personnellement, les restes de culture, les pieds de courge, de courgettes, de tomates, etc., qui ont pris les gelées et qui donc évidemment ne produiront plus à cette saison, ça je pense que vous le savez tous, eh bien je les découpe en morceaux avec un sécateur et je les rajoute encore une fois par-dessus le sol avec les feuilles mortes, avec le reste de paillage, et ça va aussi participer à la protection du sol. Alors sachez que si vous ne disposez pas d'assez de matière organique pour couvrir votre sol, il existe d'autres options. Vous pouvez par exemple utiliser du carton. Alors essayez de préférence d'utiliser du carton non imprimé, en tout cas pas avec des encres colorées. Les encres noires en général sont des encres végétales, donc ça pose pas de problème. Et essayez de préférence d'utiliser des cartons français ou originaires de l'Union européenne, puisque les cartons de l'Union européenne ne contiennent que des colles végétales. C'est uniquement en fait de la cellulose, et donc tout ça est complètement biodégradable et ne contient pas de produits qui pourraient polluer votre sol. Évitez d'utiliser les cartons qui viennent de pays étrangers à l'Union européenne, qui pourraient contenir des colles non végétales ou des produits insecticides, etc., où ça serait du coup évidemment beaucoup moins intéressant pour votre sol. Les cartons, inutile de le préciser mais je le précise quand même, doivent être débarrassés de toutes les bandes adhésives, scotch, etc., de toutes les parties non biodégradables. Il doit vraiment y avoir que le carton, et donc le carton va faire office de protection, pareil pour votre sol. Vous pouvez également utiliser les cartons pour préparer des nouvelles zones de culture. En recouvrant le sol de carton, vous allez étouffer la végétation en place en dessous. S'il y a de l'herbe ou des herbes, peu importe lesquelles, en dessous, en les recouvrant avec du carton pendant plusieurs mois, tout ça va être étouffé par le carton, et vous aurez un sol bien nettoyé, bien propre au printemps pour commencer vos plantations. Alors en matière de couverture du sol, on peut utiliser aussi quelque chose qui est un petit peu plus controversé, c'est les bâches plastiques. Ça peut être de la bâche tissée qu'on trouve en jardinerie ou en boutique spécialisée et qui laisse passer l'eau. Mais si votre sol est déjà bien humide, vous pouvez aussi utiliser de la bâche de récupération, n'importe lesquelles, que ce soit de la bâche de chantier ou de la bâche d'ensilage usagée que vous pouvez récupérer gratuitement auprès des agriculteurs. C'est ce qu'on a fait nous au jardin pédagogique. Presque l'intégralité du jardin pédagogique a été recouvert avec de la bâche d'ensilage de récupération, de la bâche d'ensilage usagée qu'on a récupérée auprès d'éleveurs, puisque ça finit dans les déchetteries. Donc nous on leur donne une deuxième vie, on s'en sert pour couvrir le sol, et là encore ça va avoir cet effet à la fois de protection, à la fois d'occultation, pour empêcher la repousse d'adventices. Et c'est aussi une technique très intéressante pour préparer une nouvelle zone de culture ou un nouveau potager si vous avez l'intention de démarrer un nouveau potager au printemps. Alors je sais que le sujet des bâches il est un petit peu controversé, mais on va pas développer ça ici, c'est pas l'objet de la vidéo, mais je vous avais fait une petite vidéo sur les bâches, et pour ceux que ça intéresse, je vous remets le lien quelque part là-haut sur la vidéo, et également dans la description de la vidéo si vous avez envie d'aller la voir. J'avais montré l'état du sol après avoir été couvert tout l'hiver avec une bâche, c'est vraiment très intéressant. Donc la bâche ça reste quand même une bonne solution pour couvrir votre sol si vous n'avez pas assez de matière organique pour le faire.
mais vous pouvez également utiliser la bâche ou les cartons d'ailleurs, ou même les deux, en plus de votre paillage, c'est-à-dire épandre la matière organique que vous avez sur le sol et recouvrir le tout avec une bâche. Et comme les bâches sont généralement sombres, dès qu'il y a un petit rayon de soleil, et oui on a parfois des petits rayons de soleil même en hiver, eh bien ça va chauffer assez rapidement et permettre à la vie du sol, à l'abri de cette bâche et à l'obscurité, eh bien de décomposer la matière organique que vous aurez placée dessous. Donc c'est quand même une bonne solution. Même si l'utilisation de plastique elle est quelquefois un peu controversée, bah c'est sûr que si vous achetez des bâches en plastique spécifiquement pour cet usage, ça peut être discutable. Maintenant, si vous récupérez de la bâche de récupération qui était destinée à la déchetterie, vous récupérez un déchet pour lui donner une deuxième vie et vous en servir pour quelque chose d'utile, personnellement je vois aucun problème là-dedans et je trouve même que c'est plutôt bien. Par contre, si vous utilisez des bâches non tissées, donc des bâches qui ne laissent pas passer l'eau, ce qui est souvent le cas avec les bâches de récupération type bâche d'ensilage, bâche de chantier, eh bien il faudra attendre que votre sol soit bien humide avant d'installer les bâches. Donc à cette saison, en principe, il n'y a pas de problème. En tout cas, chez nous, ça fait pratiquement un mois qu'il pleut sans arrêt. Le sol est bien humide, il n'y a pas de souci là-dessus. Une fois que le sol est bien humide, vous mettez vos bâches et c'est pas grave si la pluie passe pas à travers puisque la bâche va permettre de garder l'humidité en dessous et le sol restera bien humide même si la pluie ne passe pas à travers. Surtout à cette saison. C'est pas comme si on était en plein été avec des températures élevées. Là, à cette saison, une fois que le sol est bien mouillé, si vous mettez une bâche par-dessus, il restera humide jusqu'à ce que vous retiriez la bâche, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, donc je pense avoir fait à peu près le tour de tout l'aspect protection du sol pendant l'hiver. Alors on peut aussi bien sûr pratiquer tout ce qui est compostage de surface, hein, c'est-à-dire que au lieu de mettre vos déchets compostables dans votre compost, et ben vous les épandez directement sur votre sol avec votre paillage, sous le paillage ou mélangé au paillage si vous n'avez pas envie de voir des déchets de cuisine, etc. directement sur le sol. Bon, à cette saison, personnellement, je trouve que c'est pas trop gênant, mais bon, chacun fait comme il veut. En tout cas, vous pouvez aussi pratiquer le compostage de surface. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment pour tout ce qui est protection du sol pendant l'hiver. Protection contre le froid, contre les rigueurs de l'hiver, contre le lessivage, contre l'érosion. Là, on est vraiment dans tout ce qui est protection. Pour ce qui est de la fertilité, eh bien, on va en parler dans une prochaine vidéo, parce que sinon, cette vidéo va durer très longtemps. Mais bon, je trouve que parler de la protection du sol en hiver, le jour de la journée mondiale des sols, c'était quand même plutôt bien vu. Donc dans la prochaine vidéo, on parlera de tout ce qui est fertilité, l'utilisation des fumiers, l'apport de fumier et les apports de matière organique qu'on peut faire pendant l'hiver. Tout ça, on en parle dans la prochaine vidéo. Alors petit rajout de dernière minute, puisque j'ai réalisé au montage que j'avais pas parlé de quelque chose d'évident, on peut évidemment protéger son sol en le paillant avec de la paille ou avec du foin. Le foin est considéré comme un paillage idéal parce qu'il est équilibré, son rapport carbone-azote est équilibré et donc il est considéré comme un très bon paillage, mais personnellement je préfère ne pas utiliser le foin pour pailler le potager. Tout d'abord parce qu'il faut l'acheter, contrairement aux feuilles mortes ou aux tailles de haies broyées, etc. Et ben le foin il faut aller l'acheter. Et deuxièmement, quand j'achète du foin, c'est surtout pour nourrir les animaux, en particulier les lapins. On sait qu'avec les aléas climatiques, les agriculteurs manquent parfois de foin pour nourrir les bêtes, donc je trouve que c'est un peu dommage d'utiliser cette ressource pour pailler son jardin. Cela dit, si vous le produisez vous-même chez vous ou si vous avez un bon plan pour en récupérer, et ben vous pouvez bien sûr l'utiliser au potager, c'est un très bon paillage, il n'y a pas de souci avec ça. La paille, j'ai moins de scrupules à l'utiliser parce que c'est un déchet de culture. Alors elle a aussi ses défauts, évidemment elle est très carbonée, donc elle est moins équilibrée, son rapport carbone-azote est moins équilibré. Cela dit, c'est pas gênant si vous la mélangez avec des matières plus azotées, type fumier ou tonte de pelouse. On parlera des fumiers dans la prochaine vidéo, hein. Mais certains hésitent quand même à utiliser la paille parce que comme c'est un déchet de la culture de blé, eh bien il risquerait d'y avoir des résidus de pesticides dans la paille. Alors personnellement, je pense que les résidus de pesticides qu'il pourrait y avoir dans la paille sont tellement anecdotiques qu'il y a peu de risques que ça pollue votre jardin, mais bon, voilà, c'est une crainte qui peut exister avec la paille. Et là encore, personnellement, la paille, je l'utilise plutôt comme litière pour les animaux, pour les lapins, pour les poules dans les poulaillers. Alors évidemment, à terme, ça finit quand même en paillage sur le potager ou dans le compost, etc. Mais seulement après avoir été utilisé pour les animaux. J'achète pas la paille spécifiquement pour pailler le potager. Je l'ai eu fait à mes débuts, mais je le fais plus. Je l'utilise pour les animaux
et après seulement elle retourne au potager, mais je l'achète pas spécifiquement pour cet usage. Je préfère donner la priorité à des matières qu'on peut récupérer sans avoir besoin de les acheter, de les transporter, etc. etc. Et sans transition, c'est maintenant le moment de l'anecdote du jour, une anecdote assez macabre. Début octobre, près d'1 millier d'oiseaux sont morts après être entrés en collision avec les fenêtres d'un bâtiment situé au bord du lac Michigan, à Chicago, aux États-Unis. Selon une association de protection des oiseaux, cet incident est dû à la migration accentuée par les lumières allumées à l'intérieur du bâtiment, ce qui aurait attiré les volatiles. Un dispositif anti-collision doit être posé sur les fenêtres de l'immeuble. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.